Nous sommes en compagnie de Yi, de la China Media Corporation. Oui, Maria Vladimirovna, bonjour. Nous avons deux questions aujourd'hui. Le 14 juillet, Donald Trump a déclaré que si la Russie et l'Ukraine ne parvenaient pas à un accord de paix dans les 50 jours, les États-Unis imposeraient un tarif de 100% sur les produits russes ainsi que des sanctions secondaires contre les pays qui achètent du pétrole russe. Et en même temps, les États-Unis fourniront à l'Ukraine les armes les plus modernes. L'OTAN, les dépenses seront couvertes par l'Alliance. La question est donc la suivante. Pensez-vous que ces actions ne contredisent pas les déclarations de Trump sur une résolution rapide du conflit? Et selon vous, quelles sont les raisons profondes de telles démarches? Vous savez, j'ai déjà partiellement commenté cela. Deuxièmement, je voudrais attirer l'attention sur le commentaire du ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov. Avant de poursuivre avec la réponse de Maria Zakharova, je vous rappelle les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de cette conférence où il a exposé sans détour les raisons profondes de l'opération militaire spéciale, les illusions perdues quant à l'Occident, ainsi que les véritables moteurs géopolitiques des tensions actuelles. Sergueï Viktorovitch, bonsoir. Nous aimerions vous demander de commenter la déclaration de Trump d'hier concernant l'Ukraine. Sommes-nous prêts, après ce qui a été dit hier à Washington, à poursuivre le dialogue avec les États-Unis sur la normalisation des relations bilatérales et sur le règlement du conflit ukrainien? Et, si vous le permettez, encore une question en complément. Comment évaluons-nous la menace d'imposer des droits de douane à 100% à l'égard de nos partenaires commerciaux, du point de vue des intérêts extérieurs économiques de la Russie? Peut-être avez-vous eu l'occasion d'en discuter? Nous ne définissons jamais notre ligne de conduite au détriment des intérêts nationaux, ni au détriment de la sécurité du pays. L'opération militaire spéciale vise précisément à éliminer de manière radicale les menaces que l'Alliance Atlantique a fait peser directement à nos frontières, non pas depuis un jour, ni un an, mais depuis des décennies. La Russie a averti à de nombreuses reprises. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, a consacré un nombre incalculable de discours et de déclarations à ce problème. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Cela ne fait que confirmer ce que le président Poutine a récemment exposé dans une interview accordée à Pavel Zarubin sur l'évolution de sa perception et de la nôtre des relations avec l'Occident. Au départ, on pensait qu'il suffisait d'écarter les divergences idéologiques et que tout irait bien. Mais il s'est avéré que la question n'était pas idéologique. L'Occident, peu importe l'idéologie en vigueur, sous l'Empire russe, l'Union soviétique ou la Russie post-soviétique, a toujours été mu par une seule et même idée, celle de la contenance géopolitique, de la domination, voire de la destruction militaire directe de la Russie, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire. Comme l'a déclaré le porte-parole du président, Dmitri Sergueyevitch Peskov, nous voulons vraiment comprendre ce qui se cache derrière cette déclaration sur les 50 jours. Avant, c'était 24 heures. Il y a aussi eu 100 jours. Nous voulons vraiment comprendre ce qui anime le président des États-Unis. Il est évident qu'il est soumis à une pression énorme, je dirais même indécente, de la part de l'Union européenne et de la direction actuelle de l'OTAN, qui soutiennent sans vergogne les exigences de Vladimir Zelensky, consistant à continuer d'inonder son régime d'armes modernes, y compris offensives, au prix d'un préjudice croissant pour les contribuables occidentaux. Nous avons un proverbe « Ne creuse pas un trou pour autrui ». Les sanctions que l'Union européenne a déjà mises en œuvre, ainsi que celles que Bruxelles prépare à nouveau, tentent maintenant d'aspirer également les États-Unis dans cette spirale punitive. Mais le président américain Donald Trump a clairement expliqué que c'est l'Europe qui paiera les conséquences de la poursuite du conflit. Tout cela a d'ores et déjà porté un coup sérieux à l'économie européenne. Les analystes, économistes et politologues européens lucides et objectifs reconnaissent que le principal perdant de cette guerre des sanctions est l'auteur même de cette guerre. Un nombre sans précédent de sanctions a été décrété contre nous. Nous tenons bon. Je ne doute absolument pas que nous continuerons à tenir bon.
Cette conviction s'appuie aussi sur les évaluations et les analyses d'économistes et d'hommes politiques indépendants, y compris de nombreux occidentaux. Quant à nos partenaires commerciaux, ils entendent ce qui est dit, mais il leur est difficile pour le moment de prévoir leurs actions. Ils ont des engagements internationaux. Connaissant nos partenaires, je ne vois pas comment ils pourraient renoncer à leur politique indépendante, ni à leur volonté de respecter les accords conclus, que ce soit par des canaux bilatéraux ou dans des formats multilatéraux. Troisièmement, vous l'avez sans doute remarqué, chaque jour nous voyons divers commentaires venant de Washington, de la Maison-Blanche, du département d'État. Mais est-ce qu'on doit vraiment, chaque jour, comparer ce qu'ils disent avec leurs tweets précédents ou avec je ne sais quels autres communiqués, écrits ou oraux? Dans ce cas-là, on pourrait, en principe, ne rien faire d'autre que de rester assis à comparer tout ça. C'est pourquoi, à mon avis, cela devient tout simplement contre-productif et absolument inutile. Vous savez, mesurer au millimètre près qui s'éloigne de quelle position, qui se rapproche de qui dans leur contexte, dans le contexte de toutes ces déclarations internes américaines, y compris sur des sujets internationaux, eh bien, c'est pratiquement impossible à faire. Il y a tellement de déclarations là-bas, elles entrent parfois en dissonance les unes avec les autres, parfois elles se contredisent, parfois elles coïncident, puis recommencent à se contredire. C'est tout simplement inutile d'analyser cela. Il vaut mieux que nous analysions et formulions clairement notre propre position. Et, je le répète, elle est clairement formulée, y compris sur la situation autour de l'Ukraine. Nous avons des approches de principe, nous avons le désir et la volonté de résoudre les choses, et dès le départ, ce désir était de tout régler par des moyens politico-diplomatiques. Mais puisqu'une autre voie a été choisie par les Occidentaux, nous y avons répondu. Y aura-t-il des demandes de négociation ? Nous avons déjà répondu que nous étions prêts à y participer aussi bien en 2022 que cette année, en 2025. Maintenant, en vérité, ils semblent un peu suspendus du côté de l'Ukraine. Ils disaient pourtant qu'ils avaient besoin d'un cessez-le-feu stable et durable. Mais vous voyez, ils évitent soit un nouveau round, soit ils n'ont pas encore formulé quand ils seront prêts à le tenir. Maintenant, concernant les sanctions sur lesquelles ils se sont appuyés. Vous savez, un nombre sans précédent de sanctions et de toutes sortes de restrictions ont été imposées contre notre pays et nos partenaires internationaux. Il y en a déjà des dizaines de milliers, à mon avis. Si l'on prend en compte les sanctions secondaires, je pense qu'il y en a déjà un nombre incalculable. Il y en a tellement que, dans l'ensemble, la menace de nouvelles sanctions est perçue dans notre pays comme une banalité. Vous comprenez? Autrement dit, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui se sont mis dans une impasse parce que nous comprenons qu'il y aura des réponses de notre part, nous partirons des réalités et pour nous, à cet égard, cela est devenu tout à fait habituel ou, pour ainsi dire, ce n'est plus une nouveauté. Même s'ils présentent cela à chaque fois comme quelque chose de nouveau. Qu'y a-t-il de nouveau là-dedans? C'est leur politique et ils la mettent en œuvre. Bien sûr, personne n'ignore complètement les coûts du système économique mondial actuel. Nous savons comment faire face aux sanctions. Nous voyons que ces dernières années, des outils et des schémas nationaux ont été mis au point permettant de compenser, dans une large mesure, de répondre à certains besoins ou de remplacer des opportunités perdues ou disparues que nous compensons de différentes manières. Je ne vais pas tout énumérer. Je pense que vous le savez bien aussi. Oui, nous avons appris à y répondre. Oui, nous considérons que tout cela est illégal. Oui, dans tous les cas, nous n'acceptons pas le facteur de menace. Je ne suis pas sûre d'avoir dit quelque chose de nouveau. J'ai simplement répété ce dont nous vous avons déjà informé à plusieurs reprises. Ce double discours de Washington, parler de paix en brandissant la menace économique et militaire, est-il tenable sur le long terme? Et quelle légitimité l'Occident peut-il encore revendiquer en matière de droit international et de médiation s'il refuse d'écouter l'une des parties au conflit? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ce langage de la force peut-il conduire à la paix ou nous entraîne-t-il collectivement vers une impasse encore plus dangereuse? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.